Je suis né après sa mort, 4 mois après. Donc, pour moi, il n'y a pas eu de papa, quoi. Et pour ma mère, qui avait déjà 2 enfants, et donc le dernier à naître, c'est une situation absolument dramatique. Mon père aurait gagné sa vie, il était devenu, après avoir été commerçant ambulant, il était devenu cantonnier du département, hein, et affecté ici sur la route. Et puis au bout de quelques mois, il a attrapé une méningite de nature tuberculeuse. Vous imaginez pour ma mère la situation. Revenir chez papa, maman, où il n'y avait déjà pas grand-chose, suite à la perte des économies après la guerre de 14, et revenir ici et élever 3 enfants. Oui, un peu transformée, quoi, même beaucoup, par rapport au passé, à ce qu'elle était quand moi j'étais jeune. Une seule petite fenêtre, une porte sans vitre, et par terre, la terre, puisque c'est la terre battue. Et on a de l'argile ici dans le coin, et l'argile jaune, granit dans certains coins. Ici, la pierre, c'est le schiste bleu. Et mon grand-père, quand il a fait construire cette maison-là, on l'avait autorisé à ouvrir une carrière pour tirer lui-même les pierres. L'école, je suis allé en 42. On n'allait pas en hiver quand on était trop petit. Les instituteurs étaient habitués. On commençait après les vacances de Pâques, beaucoup de ceux de la campagne. Parce qu'il y en a qui faisaient plus loin que moi. Chez Mylène, là, il y avait une famille nombreuse. À côté, il y avait une autre ferme de famille nombreuse. Eux, ils avaient 5 kilomètres à faire. 5 allées, 5 retours. Le petit quart de Jean Salin est resté dans ma tête. Parce que quand les Allemands ont occupé l'école, il y a au maire, quoi, de se débrouiller pour trouver des locaux pour loger les élèves et les instituteurs. Alors, moi, je me suis retrouvé dans un garage. C'est là qu'il y a eu, c'est raconté partout, ça, dans l'histoire d'Ederne, un Allemand qui a tiré, peut-être tirait-il sur des pigeons, hein, etc. Pas eu de chance, quoi. Il a tiré dans la fenêtre de la classe. Et un garçon s'est affaissé, touché au poumon. Et un certain Robert Quintin, qui était des réfugiés de l'Orient. Les Allemands adoraient, je ne sais pas pourquoi, venir ici pour leurs manœuvres. Ils formaient leurs soldats ici, presque toujours ici. Là, parce que là, il y avait une lande en hauteur. De l'autre côté, un peu plus loin, il y avait une grande lande. Donc, ils s'entraînaient, ils tiraient là, par-dessus la route, le ruisseau, de là, toujours, jamais dans l'autre sens, de là vers le nord, d'une lande à l'autre, quoi. Entraînement des soldats, formation des soldats, quoi. Et leur bazar, leur matériel de guerre et tout, ils le laissaient là, autour de ma maison, là. Il y a eu une grande réunion au bas du champ qui est de l'autre côté de la route, là. Plein de soldats, tous ceux d'Ederne alignés, là. Une table montée. Un officier, je ne sais de quel grade, à l'époque, moi, je connaissais pas ces choses-là, mais un gros, quoi, qui leur a fait un long discours, donc en allemand. Donc, bien sûr, incompréhensible. Pour nous, on a su une chose. Un soldat est venu, et il a vu ma mère, et il baragouinait à peine un peu de français. Et il a dit, il avait les larmes aux yeux. Et il a dit à ma mère, Russie, madame, Russie kaput. Ça met une touche humaine dans l'histoire, que moi j'aime beaucoup. Une touche, c'est comme toutes les guerres. Ces pauvres gars qui étaient là n'étaient pas des nazis. Ils étaient, c'est des humains. En 1947, la commune d'Ederne a embauché des prisonniers allemands pour faire des routes. Et à Kergadio,
le grenier d'une vieille maison qui n'existe plus. Elle est sous les hangars maintenant, donc la maison a disparu. Dans les greniers, les soldats allemands qui étaient là dormaient. Un autre groupe était à Tifléan. Et c'est eux qui ont construit la route qui va d'ici à la ferme, là-haut, la ferme de Kergadiou. Impressionnant, hein, pour moi, j'avais 12 ans. Impressionnant, là, parce que c'était à coup de mine. C'est rocheux, là. Là aussi, j'ai dû prendre le goût à regarder les cailloux, là, moi. Je sais pas pourquoi, mais ça me fascinait. Hein. Et c'est dès l'école primaire, dès qu'on arrivait, les vacances à l'époque, c'était à la veille du 14 juillet. On revenait de vacances, on rentrait tout de suite au travail dans les champs, parce que ici, c'est une région de petits pois. On produisait des petits pois de plein champ, et ces petits pois-là, par hectare, hein, c'est des champs entiers, étaient ramassés à la main. Il fallait compter 80 personnes à peu près, 75-80 personnes pour faire ramasser un hectare de petits pois dans la journée. Ben là, il n'y avait que des gens pauvres, pratiquement, quoi, qui avaient besoin, parce qu'on était payés à la fin de la journée. Le petit pois, il faisait peser la bascule, et vous receviez l'argent en fonction de votre travail. Ma mère en faisait, mon frère en a fait, moi j'en ai fait, mais ça me déplaisait pas. Parce qu'on sortait, on faisait des journées du monde, des repas améliorés, quoi. Disons. Le foin se finissait en même temps que les petits pois, et donc c'était les moissons. Le blé, l'avoine, l'orge, le seigle était coupé à la faucheuse. La faucheuse, donc pour faire le foin, avec une lame qui faisait un va-et-vient, tirée par 2 chevaux, 2 sièges. Là, le patron sur un siège, qui est calculé pour à peu près la quantité qu'il fallait pour faire une gerbe. Et de ce cas-là, il la faisait tomber, cette quantité-là. Et à côté de lui, un gamin. Après mes 12 ans, j'ai parfois été le gamin qui conduisait les chevaux. Attention là, hein. Moi, je me prenais pour un empereur. Carrément. Vous vous rendez compte? J'ai gardé d'ailleurs un amour pour les chevaux de labour. Mon frère, ma sœur et moi, on a passé des concours des bourses nationales. Et donc, voilà. Moi, j'ai eu le droit au lycée La Tour d'Auvergne à Quimper. À l'époque, lycée. Hein. Bon, quand je suis arrivé là-bas, j'ai cru que j'étais dans un château. Je suis allé au lycée en sabot de bois. Et le sabot de bois, mais à mes versions améliorées. C'est la première fois, oui, que j'ai couché dans des draps. On était au fond en avance sur ce tout. On avait des couettes. Hein, les couettes, c'était un tissu fermé dans lequel on mettait de la balle d'avoine, qu'on changeait donc tous les ans. Arrivé à la fin de la 3e, mon frère, qui sortait de l'école normale d'instituteur de Quimper, a poussé sans doute ma mère à aller que moi j'y aille aussi, quoi, et que je tente le concours d'entrée à l'école normale en 3e, mais sans préparation. Je ne savais même pas quelles étaient les épreuves, et donc je suis rentré à l'école normale d'instituteur de Quimper. Et il y avait une année après le bac de formation professionnelle. Je dis toujours que tellement ça me touche par rapport à ce que j'ai vu évoluer dans l'éducation nationale. Cette année-là, on allait en stage le premier mois de chaque trimestre. Et dans 2 classes différentes, 15 jours donc dans chacune. Et donc, à la fin de l'année, on avait passé chez 6 maîtres différents. Donc, on avait pu voir fonctionner concrètement l'enseignement dans l'école primaire, quoi. Et cet enseignement-là, les maîtres étaient différents.
Et nous, on se faisait notre opinion. Ça nous plaît, tiens, ça c'est bien, tiens, ou ça je ferai pas. Voilà, il y avait une forme. Moi, j'appelle ça un apprentissage. Parce que j'ai eu la chance, le bonheur d'avoir comme prof de français à l'école normale Pierre Elias, l'écrivain en breton et en français, que je trouvais remarquable. Il avait un don pour écrire. C'est un conteur. Avant d'être écrivain, il était conteur. Il avait commencé par faire des émissions à la radio, qu'on appelait Radio Kimmer. Et là, donc j'étais arrivé là à l'école normale, hein, bon. La 4e année, passé le bac, bon, comme ça avait plutôt bien marché, quoi. Le directeur m'a dit un matin, vers la Toussaint, les facs rentraient tard à l'époque, il m'a dit, demain tu vas à l'école normale de Rennes et tu vas à la faculté des lettres. On avait le choix, français ou philo. Et donc j'ai fait français parce que Pierre Elias. Bon, en fait, je n'ai jamais trouvé à l'université de Rennes son équivalent pour m'intéresser. Et à Rennes, j'ai pas été très heureux. On appelait ça propédeutique à l'époque, la première année, parce que l'anglais m'aurait intéressé, mais alors les profs d'anglais me barbaient. Mais je supportais pas. Ils me barbaient, sauf un. Il est connu par ses écrits, il s'appelait Robert Merle. Il était déjà pris Goncourt à l'époque pour Week-end à Zuidcote. Voilà, j'ai toujours pensé à lui parce que c'est des gens que j'ai appréciés, quoi, comme prof. Il y en a eu d'autres, hein, faut pas non plus, mais bon, des cas exceptionnels, quoi. Au fond, 2 écrivains. Ce qui prouve que des gens de culture peuvent être sans doute parfois de bons enseignants. Surtout les conteurs. Ben, j'ai fait ma 2e année d'instituteur. Avec mes stages, là, parce que je ne l'avais pas fait à Quimper. Fin de l'année, non, là, je suis allé comme pion à l'école normale de Guéret. À l'époque, pas d'université à Limoges, qui était la ville la plus proche, et donc Clermont-Ferrand. Et j'ai fait des études à Clermont-Ferrand, que j'avais interrompues parce que Guéret ne m'avait pas plu du tout, les conditions de travail. Et donc, j'étais revenu, j'ai fait 1 an à Landerneau. Et au cours de cette année-là, un prof de la fac de Clermont-Ferrand m'a écrit et m'a demandé où est-ce que j'avais disparu. Il avait dû se renseigner. Donc, je suis allé comme boursier reprendre mes études à Clermont-Ferrand. C'était la même année-là, j'ai passé ce qu'on appelait le CAPES. Donc, au cours de l'année de stage, on était payé. Et on avait quand même le temps de préparer la suite, quoi. Donc j'ai préparé et passé l'agrégation de géographie. Donc j'ai été prof d'histoire géo. Et puis à la sortie, j'avais 26 ans. Hein. Je me suis retrouvé, l'armée, quoi. Je suis parti d'ici à 26 ans, avec devant moi 28 mois de service militaire. Au bout de 4 mois de classe, le départ en Algérie. La chance a joué. On m'a dit non, toi tu pars pas en Algérie, tu vas faire une école d'officier. Et là, un des beaux jours de ma vie, 19 mars 1962, fin de la guerre d'Algérie. Donc j'ai échappé à ça. L'idée d'y aller était un cauchemar de ma jeunesse. Quelque chose que je ruminais tout le temps. Et même que par exemple, bon, on est content de réussir le CAPES, de réussir l'agrégation, mais derrière toujours cette horreur. Pour moi, les guerres sont des horreurs. Surtout des guerres qu'on savait impossibles de terminer par une victoire quelconque, ni de camp, ni de l'autre.
Même moi, je me suis marié là, avec la dame qui est là, qui s'appelle Renée Lambert, rencontrée à l'université de Clermont-Ferrand. Ben, on a demandé un poste double et on a eu à Moulins, on a fait 5 ans. On a eu une première fille. Ça compte, ça aussi. Et finalement, on a cherché des régions plus méridionales et plus sèches. Et on s'est retrouvé à Barcelonnette. De 75 à 77, le hasard a fait que on a, je ne veux pas rentrer dans le détail, appelons ça le hasard. L'occasion, si on voulait, d'enseigner à l'université de Nankin en Chine. Tous les deux, on s'est dit pourquoi pas. Avec les 3 filles, hein, bien sûr. On a fait 2 ans là-bas. Intéressant de découvrir un pays qui est grand, qui est peuplé, qui est très différent de la France et qui était à l'époque, à la fin de l'époque Mao. Bon, on a beaucoup appris sur ce qu'était le régime communiste chinois. Donc, dictature veut dire que c'est pas intéressant du tout sur beaucoup de plans, mais parfois avec de petits progrès, par exemple pour les femmes. À l'université de Nankin, il y avait des femmes professeurs, des hommes professeurs, le français, on enseignait le français. Hein. Et il y avait des classes d'étudiants de 24, 12 garçons, 12 filles. Je trouve ça intéressant comme expérience, où les livres qui existaient étaient un peu la littérature française ancienne, quoi. Les auteurs, c'était Balzac, Zola, et puis certaines pages dans les livres étaient collées. À partir de 1981, j'ai abandonné l'histoire-géographie et j'ai enseigné l'économie. C'est vrai, il y a des profs d'histoire-géo qui sont devenus profs d'économie. Au début, parce qu'il n'y avait pas, personne pour le faire. Formé, ça n'existait pas. Et j'ai été heureux dans cet enseignement aussi. Je ne veux pas faire le philosophe, mais les humains sont des humains, qu'ils soient alsaciens ou brestois ou édernois, ou je continue même africains, chinois, arabes, ce sont des humains. Donc pour moi ça ne pose aucun problème. Bien sûr, là, derrière ça, il y a quelque chose d'un peu triste, un sujet très géographique. C'est que les terrains à Quimper pour construire, et même entre Quimper et la mer, sont chers aussi. Donc, même la population laborieuse s'est repliée sur le nord de Quimper. L'Andudal, qui est le plus proche, l'Angolin, Briec, Méderne. Ici, c'est vraiment une population venue d'ailleurs, souvent, travaillant à Quimper et cherchant à se loger. Et on aime bien avoir sa petite maison, quoi. Alors, ici, le terrain n'était pas trop cher. Mais sur le plan d'avoir des gens venus d'ailleurs, moi, ça me réjouit. Ce qui m'a bien le plus surpris, c'est le remembrement. Oh là là. Et encore, il y a pire qu'Éderne, hein, nettement. On a supprimé, mais bêtement, mais incroyablement, de façon stupide, le dernier talus en bas du champ avant les prairies où coule le ruisseau. Et il y avait toujours un talus qui séparait le champ proprement dit, le champ cultivé, quoi, de la prairie qui n'était que fauchée, elle n'était pas travaillée, elle était fauchée. Alors, on transforme une région qui avait cette particularité d'avoir des talus. Ça rendait bien sûr la terre plus riche.
les sols, pas dire la terre. Les sols étaient plus riches certainement, quoi. Après, bon, mais quand ils sont moins riches, il faut y mettre beaucoup d'engrais, quoi. Je me suis toujours intéressé à la géologie et je sais pas, l'instinct comme ça, je sais pas d'où ça vient. Et donc à la retraite, arrivé ici, j'ai fait à Ederne une exposition sous le titre Quelles pierres sous nos pieds. Et voilà, exposer les pierres, exposer des explications pour ceux qui en voulaient, hein, etc. Et il y a eu pas mal de monde qui est venu. Voilà, et ici, il y a un endroit que j'avais repéré dans ma jeunesse, ça devait déjà être ça, j'aimais ça, un rocher plissé magnifique, qui ne pouvait que témoigner d'une ancienne montagne, très ancienne. Donc on appelait nous la montagne de Helen qui est derrière, hein. Main Helen en breton. Vraiment, j'aurais aimé qu'on réalise un sentier de découverte géologique. Parce qu'il y a des choses exceptionnelles. Il y a des plis, des plissements dans des roches très anciennes. Donc, ce qu'on appelle le vieux massif hercynien, comme le massif central. C'est qu'on ne se fasse jamais la guerre, nulle part. Hanté, comme j'ai été moi, par la guerre d'Algérie dans ma jeunesse, par les souvenirs de la guerre ici, par l'étude des horreurs de la guerre, et notamment les camps de concentration, etc., et tout le reste. Et maintenant, ma femme va vous dire que d'après 2008, je m'y suis remis. Parce que je me suis dit, à la retraite, on arrive, hein, on laisse tomber tout ça, faire un peu travailler le jardin, aller se promener, moi j'adore la mer, etc. Faire de la danse bretonne. Ouais. Et puis en 2008, une crise. Je me demandais comment ça fonctionnait. Moi, je comprenais plus rien. Les bases avaient changé, hein, complètement. Et je me suis dit, mais oh non, essaye de comprendre ce qui se passe, quoi. Voilà. Et après ton parcours à toi? Pourquoi ça intéresse quelqu'un? Ici, ma maison, c'est Gwarem Dridet, le champ des étourneaux. Il reste qu'un étourneau. Mais pourquoi on m'a fait raconter ma vie, là? C'est toi qui aimes. C'est décousu, mon truc, là. C'est bien, c'est une conversation. Ça me va très bien.